السلام عليكم. السلام عليكم, صباحكم بالخير. Monsieur le ministre, chers invités, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à M. Sadr Boussena, professeur associé à l'Université de Grenoble. Il était PDG de Sonatrach, ministre de l'Énergie, président d'OPEP. Permettez-moi, chers collègues, au nom de mes collègues, de remercier M. Sadr Boussena d'avoir accepté de venir ici chez nous pour nous présenter un thème, question actuelle sur le marché pétrolier mondial. De tradition au niveau de notre école, je donne certains indicateurs macro-financiers qui concernent l'économie algérienne, parce que l'économie algérienne, l'Algérie fait partie de l'OPEP. Les réserves de change 2012 sont à 205 milliards de dollars. En face, un taux de chômage de 9% et un taux d'inflation de 7,5%. 2012, produit intérieur brut en Algérie, 188 milliards de dollars pour 2,5% de taux de croissance. Un petit pays comme le Qatar, il a un PIB de 180 milliards de dollars contre un taux de croissance de 18%. 7 fois le taux de croissance annuel de l'Algérie. Comme l'économie algérienne, c'est une économie rentière, économie non exportatrice, elle fait partie de l'OPEP. Et la stratégie de l'OPEP dépend du prix du pétrole. Donc pour comprendre la stratégie de l'OPEP, il faut d'abord comprendre la structure de ce marché. Et à cet effet, notre encadrement scientifique pédagogique a jugé utile d'inviter une personnalité d'obédience internationale, un économiste, un spécialiste de l'économie pétrolière, justement pour nous éclairer sur les modalités de fonctionnement de ce marché qui est caractérisé par un équilibre non coopératif dispersé au sein duquel coexistent les pays développés et les pays en voie de développement avec des capacités de production différentes. Les pays non OPEP. Les pays de l'OPEP détiennent presque la majorité des réserves en pétrole. Donc, ils peuvent influer sur le prix du pétrole. Et dans une telle structure, la question qu'on peut poser à M. Boussena, il peut nous éclairer sur ce point. Quelle est la stratégie de l'OPEP? A-t-elle intérêt à adopter? Dissuader les pays consommateurs à se lancer dans des programmes de développement et de recherche et trouver des substituts au pétrole, ou bien épuiser les réserves du concurrent, c'est-à-dire les pays non OPEP, et l'OPEP restera le seul offreur sur le marché et bénéficier bien sûr d'un statut de monopole. M. Boussena va nous éclairer aussi sur la demande, qui est un facteur déterminant dans la formation du prix du pétrole, qui justement cette demande, elle résulte du profil de la croissance économique mondiale, de l'intensité énergétique des pays émergents comme la Chine, la Russie, et aussi du caractère non renouvelable du pétrole, produit spécifique non renouvelable. M. Boussena aussi va nous parler de tous les facteurs qui influent sur le prix du pétrole, à savoir les banquiers, les raffineurs, les distributeurs, le marché financier, les fonds d'investissement qui interviennent sur le prix du pétrole, ils peuvent influer aussi sur la volatilité des prix à court terme. Donc toutes ces questions redonnent au débat sur le marché pétrolier mondial tout son acuité. Encore une fois, bienvenue à M. Boussena, il est chez lui. Bien. Tout d'abord, je voudrais dire combien je suis... Tout le monde m'entend là? Peut-être. Est-ce que tout le monde m'entend? Très bien.
voudrais dire que je suis ravi d'être aujourd'hui ici, à l'initiative du professeur Marco. Je le remercie de me donner cette occasion. Je n'ai jamais donné de conférence sur le pétrole à Annaba. Ça me fait vraiment plaisir de revenir. Je suis né à quelques centaines de mètres ici, à Vieille-Ville. Bien entendu, c'est avec beaucoup d'émotion que je retourne dans ces lieux. Et je l'en remercie. Alors, on m'a demandé de parler à des étudiants de préparation, pour la préparation pour l'entrée dans des écoles de sciences économiques, commerciales et de gestion. C'est toujours un aspect académique. Les étudiants ont besoin de chiffres, ont besoin de cours, ont besoin qu'on leur parle de l'approche économique, donc des techniques. Et pour ce faire, je me suis dit, bon, je vais leur donner des supports. Je vais donc communiquer une série de supports qui permettront aux étudiants éventuellement de se familiariser, de se retrouver avec ce que je vais dire. Il y a des chiffres, il y a quelques cours, etc. Je ne vais pas tenir ces propos. Je me suis plutôt dit qu'aujourd'hui, il y a des thèmes d'importance qui peuvent impacter le marché pétrolier international, qui donc directement touchent notre pays. Puisque notre pays, tout un chacun le sait ici, dépend pour ses recettes extérieures à plus de 98% des exportations de pétrole et de gaz. Et donc ça donne une dépendance très forte, avec une très grande sensibilité au mouvement, aux fluctuations du cours du pétrole, qui, comme chacun le sait, n'est maîtrisé par aucune force aujourd'hui. Le marché pétrolier international est un marché où, certes, il y a de grands acteurs, on va en parler, qui peuvent avoir des influences parfois déterminantes, mais personne ne peut prétendre dire « je fais le prix ». Personne n'est maître du prix du pétrole. Or, le prix du pétrole est une variable essentielle de l'économie mondiale. Le pétrole est une commodité, comme on dit, c'est-à-dire une matière première, de première importance. C'est une matière stratégique. Elle l'est, le pétrole l'est, et il le demeurera encore pendant de très longues décennies. Et ce qui vient de se passer récemment sur les marchés pétroliers, à savoir que les États-Unis d'Amérique, pour faire fonctionner l'économie ou pour procéder à la satisfaction des besoins de la population. Donc, peak oil, c'est un débat, c'est une des questions d'actualité. Il y a quelques années, tout le monde disait, ça y est, on est arrivé au peak oil, ça va, le pétrole est mort, il va être remplacé par des énergies nouvelles, par etc. Ce débat aujourd'hui est un peu moins intense parce que, encore une fois, on a trouvé encore notre ressource pétrolière au fond de la mer, à des profondeurs qu'on ne connaissait pas il y a quelque temps. On peut aujourd'hui aller trouver, et ça a été le cas au Brésil, où on trouve du pétrole à 7000 mètres sous l'eau. C'était inconcevable, ce qui ouvre des perspectives incroyables. On sait qu'il y a du pétrole dans les zones polaires. On sait que maintenant on peut aller exploiter à des conditions économiques, grâce au progrès technologique, des pétroles ou des gaz qui sont dans des schistes, c'est-à-dire dans des endroits où on ne savait pas produire à l'époque, c'était trop coûteux. Et donc ça réouvre un peu les perspectives en matière de pétrole. Le pétrole va rester encore utile, il sera nécessaire, malgré ce qui a été dit sur le peak oil et malgré tous les efforts qui sont faits et qui sont nécessaires pour développer les énergies nouvelles, etc.
un rapport récent d'Exxon, la plus grande société pétrolière mondiale, un rapport qui a été publié la semaine dernière, dit qu'en 2040, le pétrole et le gaz représenteront encore nettement plus de 50 à 60% de la consommation énergétique mondiale. Donc on voit bien que sur le certain étudiant, chacun a sa voiture, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport en commun. Chacun pour aller à son lycée par travail et ses enfants avec des voitures. Donc voilà une économie où chacun a une voiture. Ce n'était pas un milliardaire, hein, c'était quelqu'un qui vivait bien, qui était patron d'une petite société. Mais pour vous dire que la voiture est un élément de consommation énorme. Il suffirait qu'on fasse des transports en commun, il suffirait qu'on partage un peu la voiture pour qu'on réduise. Et ces voitures étaient de grosses voitures à l'américaine. Il suffirait qu'on passe à des voitures comme celles que certains d'entre vous ont, comme j'ai, pour qu'on passe de 10 litres à peut-être 5 litres. Et ça peut changer la donne. Alors, pays riches, en gros, stagnation. Pendant ce temps-là, je vous ai parlé de pays émergents, une croissance inouïe. Comme dans l'histoire de l'humanité, on en a peu connu, sauf ce qu'on a appelé les fameuses 30 glorieuses post-guerre dans les pays riches dont je parle. Entre les années 30 il y a eu des croissances à 4-5% par an. Ça se passe aujourd'hui dans certains pays émergents et ça devient de plus en plus, même ailleurs, en Asie, et ça arrive en Afrique. Les taux obtenus ces dernières années en Afrique ont été époustouflants, plus de 4-5%, mais en Asie, comme vous le savez, on atteint 7, 8, voire même plus, parfois, dans le cas de la Chine. Donc c'est impressionnant. Qui dit accroissance économique dit automatiquement, on appelle ça corrélé en mathématiques pour l'économie, c'est parallèle, il y a une croissance de l'énergie, et donc des transports. Et donc, ceux qui en ont, tant mieux, ils ne vont pas importer, mais ceux qui n'en ont pas, ils vont l'importer. Et là se pose un problème de leur sécurité d'approvisionnement. S'il y a un souci dans la tête des stratèges chinois, pour faire simple, c'est bien d'être sûr que ce talon d'Achille, l'importation de pétrole, plus que le gaz et le tout, l'importation de pétrole ne sera pas perturbée. Car si perturbe cela, ça casse toute la machine. Et une machine de ce type qui se casse, on ne sait pas faire. Donc c'est vital pour eux. De l'autre côté, les États-Unis, c'est un secret pour personne, ont un souci avec le rythme de croissance de la Chine en particulier. La Chine est déjà devenue la deuxième économie. Ça va bientôt devenir une très très grande puissance dans tous les domaines, y compris militaires. Mais la Chine a un talent d'Achille qui s'appelle l'importation de pétrole. Voilà. Donc, quand tout va bien, il n'y a pas de problème, il y a la paix, il y a la sécurité des routes, eh bien, pas de problème. Moi, je ne sais pas si je vais retrouver là. Voilà. Là, juste avant, je l'ai vu. On va la retrouver. Je vais vous montrer une carte, c'est tout, pour la Chine. Ah voilà. Ça semble rien. Mais ça, c'est un des plus gros soucis, par exemple, sur le plan de la géopolitique pour la Chine. La Chine importe 6 millions dans le jour, sur à peu près 10, je fais les simples, hein, les chiffres. 6 millions dans le jour. Elle importe beaucoup, 50%. Or, ces 50% sont destinés à son industrie, à son transport. Car vous savez qu'en économie moderne, on transporte les inputs, c'est-à-dire les produits qu'on intègre dans le process de production, et surtout, on transporte les outputs, les produits, tous ces téléphones et ces ordinateurs que nous avons, et parfois ces voitures ou ces équipements que nous avons qui viennent de Chine, sont transportés. Donc il faut de l'essence. C'est vital, s'il n'y a pas de carburant, il n'y aura pas d'activité. Et donc, l'Asie aujourd'hui n'est pas suffisante en elle-même. Pendant longtemps, l'Indonésie était une source d'approvisionnement. L'Indonésie, il est arrivé son pic oil. Voilà un pays qui a connu réellement le pic oil.
L'Indonésie a été un grand pays pétrolier, très grand pays pétrolier, très grand pays pétrolier. Bon, quand je suis rentré dans le pétrole, l'Indonésie était membre de l'OPEP, elle a été membre avec nous pendant longtemps, elle a quitté l'OPEP il y a à peu près 5 ou 6 ans, parce que l'Indonésie est devenue importatrice de pétrole. Et d'ailleurs récemment, j'ai lu dans la presse que même la société indonésienne va investir en Algérie pour rechercher du pétrole. Une grosse société. Donc pour vous dire, le pétrole aujourd'hui, le gros, il vient du Moyen-Orient. Et quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Seulement regardez par exemple, pour qu'il aille en Chine, il faut qu'il passe par le fameux détroit de Malacca. C'est ce détroit-là. Il n'y a pas d'autre passage. Il suffit d'un rien, au-delà du fait que, bien entendu, il faut qu'il sorte de là. D'où l'importance du détroit d'Ormuz, géostratégiquement. Vous voyez, Ormuz, c'est là, hein, c'est tout serré. Non, pardon, je suis en train de me rapprocher. Ormuz est là. Non, vous avez rectifié de vous-même. Donc Ormuz, vous voyez bien qu'il est là, hein, il faut qu'il sorte. Par exemple, vous avez bien vu que je ne suis pas en train de suivre un plan, hein, et c'est délibéré, en espérant que je vous aurais envoyé assez de choses pour que dans le débat, vous me reposez des questions, vous faites des remarques ou des commentaires, pour vous donner votre avis sur une question pour laquelle il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Chacun peut penser plus ou moins. La remarque, c'est que pendant les 5 dernières années, en liaison avec le dossier nucléaire iranien, vous connaissez le contentieux qu'il y a entre l'Iran et les grandes puissances occidentales, j'ai bien dit entre l'Iran et les grandes puissances occidentales, ça ne veut pas dire que c'est pas un problème. Mais ceux qui se sont portés comme négociateurs, et comme apparemment qui s'opposent sur la question d'une manière assez violente, c'est bien les grands pays occidentaux essentiellement, donc les États-Unis. Il y a un problème autour de la question nucléaire. On prête à l'Iran l'intention de vouloir, à travers l'enrichissement de l'uranium, acquérir les capacités de se doter d'une bombe atomique. Or, les signataires du TNP, un traité international de non-prolifération, comme les meilleurs pays, et donc normalement ne devrait pas avoir de bombe. L'Iran dit qu'elle ne veut pas la bombe, qu'elle veut tout simplement avoir le process sans la bombe. C'est un débat, je pense. Mais à chaque fois que cette question connaît des tensions, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? On a les prix du pétrole qui montent. À chaque fois, par exemple les dernières années, si demain on vous dit Israël va attaquer les installations iraniennes, c'est sûr, comme par exemple il y a 2 ans, il y avait des commentaires et des informations qui sortaient. Je n'y ai jamais cru personnellement, je l'ai écrit suffisamment. Je n'ai jamais cru qu'il y avait une fenêtre d'ouverture, d'opportunité pour les Israéliens et pour les Israéliens et les Américains de frapper militairement l'Iran les 3 ou 4 dernières années. Pas de dire qu'ils ne peuvent pas le faire, pas de dire qu'ils ne le feront pas. Mais pendant les quelques années, pour des raisons pétrolières, tout simplement, parce que à chaque fois qu'il y avait ce risque, qu'il devenait chaud,